Et si le vrai pouvoir n'était pas dans les mots, mais dans un silence qui force le monde à écouter? Entrez dans l'écho du silence. Art. Si vous doutez, abonnez-vous. Une surprise finale vous attend. Ne partez pas avant tout. Interagissez. Si l'histoire vous touche, laissez un cœur en commentaire. La frappe et le regard. Sous le soleil écrasant de Saint-Éloi, l'avenue des Lilas vibrait d'une chaleur pesante. Les voitures glissaient en un flux paresseux, leurs klaxons se mêlant au rire des passants. Les terrasses des cafés débordaient, verres de rosée scintillant sous les parasols. Une odeur de pain frais s'échappait de la boulangerie voisine, où une file d'attente serpentait jusqu'au trottoir. Tout semblait ordinaire, comme un tableau d'été figé dans la lumière. Pourtant, en un instant, tout allait basculer. Camille Yondion marchait d'un pas léger, son manteau kaki flottant sur une robe sombre. Ses lunettes de soleil masquaient à peine son regard perçant. Elle traversait l'avenue, son sac en toile battant contre sa hanche. Rien en elle n'attirait l'attention, et pourtant, elle semblait porter une aura indéfinissable. Les passants la frôlaient sans la voir, absorbés par leur téléphone ou leur conversation. Mais un homme l'avait repérée. Marc Duval, policier en patrouille, garait sa voiture sur le trottoir. Son badge brillait sous le soleil, mais ses yeux étaient froids, scrutateurs. Il la fixait depuis trop longtemps. Marc descendit de son véhicule, la sirène hurlant brièvement. Sa main effleurait son holster, un geste machinal, presque provocateur. Camille s'arrêta, immobile au milieu du passage piéton. Elle ne baissa pas les yeux, elle ne bougea pas. Marc s'approcha, son pas lourd, son regard chargé de mépris. « Qu'est-ce que tu fais là » lança-t-il, sans préambule. Sa voix était dure, comme s'il s'adressait à une ombre. Camille resta silencieuse. Elle inclina légèrement la tête, son regard traversant Marc comme un miroir. Ce silence le troubla. Il n'aimait pas ça. Les silences, pour lui, cachaient toujours quelque chose. « Je t'ai posé une question, » aboya-t-il, s'avançant d'un pas. Les passants ralentirent, curieux. Une femme avec une poussette s'arrêta, fronçant les sourcils. Un jeune homme en vélo posa un pied à terre, son téléphone déjà à la main. Camille, elle, ne réagit pas. Ses mains restaient détendues, son sac immobile contre sa jambe. Marc sentit une chaleur monter en lui, un mélange de colère et d'inconfort. « Ton sac, ouvre-le. » Il pointa du doigt, son ton autoritaire. Camille ne bougea pas. Ses yeux, calmes, semblaient lire en lui, dévoiler ce qu'il cachait sous son uniforme. Cette absence de peur le rendit furieux. Sans avertissement, il frappa. Un coup sec, brutal, en plein visage. Le choc résonna, un craquement sourd sous le soleil. Camille vacilla, son corps pliant légèrement sous l'impact. Une goutte de sang perla à sa lèvre, tombant sur le bitume brûlant. Les passants retinrent leur souffle. Une vieille dame lâcha un cri étouffé. Sophie, une étudiante en journalisme, filmait déjà, son téléphone tremblant dans ses mains. « Mon Dieu, il l'a frappée !» murmura-t-elle, zoomant sur le visage de Camille. Mais Camille ne tomba pas. Elle se redressa, lentement, comme si le coup n'avait été qu'une brise. Elle tourna la tête vers Marc. Pas de haine, pas de peur, juste un regard si profond qu'il semblait déshabiller l'âme. Marc recula d'un pas, instinctivement. Son poing tremblait encore, mais quelque chose en lui vacillait. Ce n'était pas son badge, ni son arme, qui le protégeait maintenant. C'était elle, cette femme immobile, qui semblait tenir le monde dans son silence. « Dégagez !» cria-t-il à la foule, sa voix rauque. « C'est une vérification de sécurité. » Personne ne le crut. Les téléphones continuaient de filmer, capturant chaque détail, le sang sur le menton de Camille, ses yeux fixes, la sueur perlante sur le front de Marc. Sophie, le cœur battant, envoya la vidéo à ses amis, qui la partagèrent en quelques secondes. L'avenue des Lilas, paisible un instant plus tôt, bouillonnait maintenant d'une tension palpable. Pierre, le libraire du coin, observait depuis sa vitrine. Il connaissait Marc. Il l'avait vu 100 fois, commandant des cafés avec arrogance, plaisantant avec ses collègues sur « ces gens-là » qui troublaient l'ordre. Pierre n'avait jamais rien dit. Il se voulait neutre, un simple témoin de la vie de Saint-Éloi.
Mais aujourd'hui, quelque chose en lui se brisa. Il vit Camille essuyer le sang de ses doigts, d'un geste presque délicat, comme si elle effaçait une tache d'encre. Elle ne parla pas, elle ne cria pas, elle regarda Marc, et ce regard semblait dire « Tu ne sais pas ce que tu viens de toucher ». Pierre sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il posa son stylo, incapable de continuer son inventaire. La foule s'épaissit, les murmures devinrent des exclamations. « Pourquoi il a fait ça ?» lança un adolescent, son skate sous le bras. « Elle n'a rien fait !» répondit une femme en tailleur, son sac de course oublié à ses pieds. Marc, sentant les regards peser sur lui, aboya. « Reculez, c'est un ordre !» Mais sa voix tremblait, il ne contrôlait plus rien. Camille, elle, restait là, droite, son manteau kaki légèrement froissé, son sac toujours à l'épaule. Elle ne cherchait pas à fuir, ni à défier. Elle était, simplement, et cette présence suffisait à faire trembler l'autorité de Marc. Une voiture de police arriva, gyrophare allumé. Une agente, Claire, descendit, son visage crispé. Elle s'approcha de Camille, posant une main hésitante sur son épaule. « Venez avec moi, madame. » Camille hocha la tête, sans résistance. Elle marcha vers la voiture, passant devant la foule, son pas léger, presque irréel. Les téléphones la suivaient, capturant chaque mouvement. Sophie, les larmes aux yeux, murmura « Qui est-elle » Elle ne savait pas pourquoi, mais elle sentait que cette femme n'était pas ordinaire. Pierre, depuis sa librairie, referma son carnet. Il savait qu'il ne pourrait plus rester silencieux. Au commissariat, l'air était lourd. Les ventilateurs grinçaient, les claviers cliquetaient. Marc, assis dans un coin, essuyait ses mains moites sur son pantalon. Il essayait de se convaincre que tout était normal, une vérification, une procédure. Mais ce regard, il ne pouvait l'effacer. Camille fut installée dans une salle d'interrogatoire, sans menottes. Elle s'assit, les mains croisées, son visage calme, le sang séché sur sa lèvre comme une signature. L'agente Claire, troublée, lui apporta un verre d'eau. « Vous voulez un médecin ?» Camille secoua la tête, doucement. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Le commissariat bourdonnait d'une agitation fébrile. Un employé, Julien, tapa les empreintes de Camille dans le système. L'écran clignota, puis afficha. Aucun résultat. Julien fronça les sourcils. Il relança la recherche. Rien. Pas de nom, pas d'adresse, pas de dossier. « C'est une erreur, non ?» murmura-t-il à sa collègue, Aurore. Elle haussa les épaules, mais son regard trahissait une inquiétude. Julien passa à un scan biométrique avancé, un protocole réservé aux cas sensibles. L'écran s'alluma en rouge. Une alerte apparut. Accès refusé, niveau de sécurité, spectre requis. Contactez Paris immédiatement. Le silence tomba dans la salle. Julien sentit sa gorge se nouer. Aurore recula, comme si l'écran allait exploser. Le commandant, un homme massif nommé Lefebvre, entra en trombe. Il fixa l'écran, puis Camille, à travers la vitre de la salle d'interrogatoire. Elle n'avait pas bougé. Elle regardait devant elle, son verre d'eau intact. Lefebvre attrapa son téléphone, prêt à composer un numéro, mais ses doigts hésitèrent. « Bon sang, on a touché à quoi, là ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Marc, dans le couloir, entendit la phrase. Son estomac se serra. Il voulut parler, justifier son geste, mais les mots restaient coincés. Il revoyait ce regard, ce silence qui semblait tout savoir. Dehors, l'avenue des Lilas s'était transformée en théâtre. La vidéo de Sophie circulait sur les réseaux, partagée des milliers de fois. Les hashtags « #Estelle » et « #Saint-Éloi » explosaient. Dans un café voisin, le Vieux Chêne, les clients débattaient, leur voix montant dans la fumée des cigarettes. « C'est du racisme pur !» lança un homme en costume, son journal froissé. « Non, c'est plus compliqué !» rétorqua une femme, professeure de philosophie, citant Foucault. « Le pouvoir se révèle dans la violence gratuite. » Les étudiants, agglutinés autour d'une table, scrollaient leur téléphone, indignés. L'un d'eux, Lucas, écrivit un post.
Un flic frappe une femme noire sans raison. Saint-Éloi, ça suffit. En 10 minutes, son message fut retweeté par des centaines de personnes. Pierre, le libraire, rentra dans son magasin, troublé. Il alluma la radio, espérant une distraction. Mais les nouvelles locales parlaient déjà de l'incident. Une altercation sur l'avenue des Lilas. Il éteignit, agacé. Il ouvrit un livre, un essai de Camus sur la révolte, mais les mots dansaient devant ses yeux. Il repensait à Camille, à son calme surnaturel. Il avait vu des manifestations, des disputes, des injustices, mais jamais il n'avait vu quelqu'un répondre à la violence par un silence aussi puissant. Il griffonna sur un carnet, elle n'a rien dit, et pourtant elle a tout dit. Au commissariat, l'alerte spectre avait semé la panique. Lefebvre ordonna à Julien de relancer le scan, espérant une erreur, mais l'écran persista, accès refusé. Aurore, nerveuse, proposa d'appeler Paris. Lefebvre la fusilla du regard. Pas encore, on ne sait pas à qui on a affaire. Il se tourna vers la salle où Camille attendait. Elle n'avait pas touché à l'eau. Elle semblait ailleurs, comme si elle écoutait un son que personne d'autre ne percevait. Marc, dans le couloir, sentit une sueur froide couler dans son dos. Il voulut entrer, parler, mais Claire l'arrêta. « Laisse, tu en as assez fait. » Sophie, dehors, continuait de filmer. La foule s'était dispersée, mais quelques curieux restaient, discutant à voix basse. Elle posta une seconde vidéo, un plan serré sur le visage de Camille, juste après le coup. Ce regard, ses yeux qui ne sillaient pas. La vidéo fut vue des milliers de fois en 1 heure. Les commentaires fusaient « C'est qui cette femme? Elle a quelque chose de spécial. Ce flic est fini. » Sophie sentit une boule dans sa gorge. Elle n'avait pas prévu ça. Elle voulait juste montrer la vérité. Mais maintenant, elle sentait qu'elle avait ouvert une boîte qu'elle ne pouvait plus refermer. Dans le vieux chêne, les débats s'intensifiaient. La professeure de philosophie, Claire Dubois, griffonnait des notes sur une serviette en papier. « Ce n'est pas juste une femme frappée, dit-elle à ses étudiants. C'est un symbole, une fracture dans le système. » Lucas, l'étudiant, hocha la tête, mais il était inquiet. Il avait grandi à Saint-Éloi, vu des injustices. Mais cette fois, c'était différent. Cette femme, Camille, n'était pas une victime ordinaire. Elle avait quelque chose d'autre. Il reposta la vidéo, ajoutant « Regardez ses yeux, ils disent tout. » Pierre ferma sa librairie plus tôt. Il marcha jusqu'à l'avenue des Lilas, là où tout avait commencé. Le bitume portait encore une tache sombre, là où le sang de Camille avait coulé. Il s'arrêta, fixant le sol. Une vieille dame passa, un cabas à la main. « Vous avez vu ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Pierre hocha la tête. « Oui. » Elle soupira. « Ça ne devrait pas arriver. Pas ici. » Mais ses yeux disaient autre chose. Ils disaient « Ça arrive tout le temps. » Pierre rentra chez lui, le cœur lourd. Il savait qu'il ne pourrait plus se taire. Au commissariat, la tension montait. Lefebvre avait appelé Paris, à contre-cœur. Une voix froide, au bout du fil, avait ordonné « Ne touchez à rien, attendez les instructions. » Il raccrocha, blême. Julien, toujours devant son écran, murmura « C'est quoi, Spectre ?» Aurore haussa les épaules, mais ses mains tremblaient. Marc, lui, ne tenait plus en place. Il arpentait le couloir, son badge semblant peser 1 tonne. Il revoyait le coup, le sang, ce regard. Il voulait hurler, se justifier, mais à qui? Personne ne l'écoutait. Tous évitaient ses yeux. Camille, dans la salle, restait immobile. Elle sentait les regards à travers la vitre, les murmures, la peur. Elle connaissait ce jeu. Elle l'avait joué, autrefois, dans des lieux bien plus sombres que ce commissariat de province. Spectre. Ce mot, elle l'avait porté comme une seconde peau. Mais aujourd'hui, elle n'était plus leur pion. Elle était libre. Et ce regard, ce silence, c'était sa réponse au monde. Une réponse qui, sans un mot, faisait trembler ceux qui croyaient tout contrôler. La nuit tombait sur Saint-Éloi. Les lumières des cafés scintillaient, les rues s'animaient, mais l'avenue des Lilas portait une cicatrice invisible. La vidéo de Sophie continuait de circuler,
un feu qui ne s'éteignait pas. Dans le vieux chêne, Claire Dubois leva son verre. À la vérité, dit-elle, sa voix ferme. Les étudiants l'imitèrent, silencieux. Pierre, chez lui, ouvrit son carnet. Il écrivit Camille Andione, un nom, un regard, une révolution. Il referma le carnet, le cœur battant. Il savait que demain, rien ne serait plus pareil. L'onde de choc. La nuit enveloppait Saint-Éloi d'un voile tiède, ponctué par les néons des brasseries et le murmure des conversations. Les rues, encore vibrantes de l'écho de l'avenue des Lilas, semblaient porter un secret. La vidéo de Sophie, l'étudiante en journalisme, avait déferlé sur les réseaux comme une vague, emportant avec elle des milliers de regards, de commentaires, de colère. Qui Estelle dominait les tendances, un cri numérique qui refusait de s'éteindre. Camille Andione, la femme au regard impassible, était devenue une énigme. Et dans ce silence qu'elle imposait, la ville commençait à se fissurer. Au café Le Vieux Chêne, les débats s'enflammaient. Les verres de vin rouge cliquetaient, les cigarettes rougeoyaient dans l'air. Claire Dubois, la professeure de philosophie, griffonnait sur une serviette, citant Sartre. L'enfer, c'est les autres, mais parfois, c'est aussi nous-mêmes. Autour d'elle, ses étudiants, laptops ouverts, scrollaient frénétiquement. Lucas, le jeune homme au poste viral, relisait les commentaires sous sa publication. Elle n'a rien dit, et pourtant, elle a tout changé, écrivait un inconnu. Lucas frissonna. Il repensait à ce regard, capturé dans la vidéo, qui semblait percer l'âme de Marc Duval, le policier. Ce regard qui, sans un mot, avait déclenché une tempête. À quelques rues de là, Marc arpentait son appartement, les rideaux tirés. La lumière crue de l'ampoule nue jetait des ombres sur son visage. Il serrait une bière, la bouteille déjà tiède dans sa main. Son téléphone vibrait sans cesse, mais il n'osait plus regarder. Les notifications s'accumulaient, messages d'amis, d'anciens collègues, d'inconnus. « T'as vu la vidéo ? C'est toi, ça. Qu'est-ce que t'as fait, mec ?» Il jeta le téléphone sur le canapé, le cœur battant. Il revoyait le coup, le sang, ce regard. Il voulait hurler, se défendre, mais contre qui? Contre une femme qui n'avait rien dit? Contre une ville qui soudain semblait le rejeter? Au commissariat, l'ambiance était étouffante. Les ventilateurs ronronnaient, incapables de chasser l'attention. Julien, l'employé qui avait lancé le scan biométrique, fixait son écran, les doigts immobiles. L'alerte spectre clignotait toujours dans sa mémoire, un avertissement qu'il ne comprenait pas. Aurore, sa collègue, buvait un café froid, les yeux rivés sur la porte du bureau de Lefebvre. Le commandant n'était pas sorti depuis des heures. À Paris, une réunion secrète avait été convoquée, dans un immeuble discret du 8e arrondissement. Des hommes en costume sombre, des dossiers marqués « confidentiels », une voix au téléphone. « Ne faites rien, observez ». Lefebvre avait raccroché, blême. Il savait que Camille Andione n'était pas une simple passante. Mais qui était-elle, vraiment? Dans les rues de Saint-Éloi, la vidéo de Sophie continuait son chemin. Élise, une serveuse du café La Belle Époque, l'avait vue pendant sa pause. Elle s'était figée, son tablier taché de café. C'était Marc. Le même Marc qui, 3 ans plus tôt, l'avait humiliée devant des clients. Elle servait une table bondée, un soir d'été, quand il était entré, exigeant un verre d'eau, tout de suite. Elle avait trébuché, renversant un plateau. Il avait ri, un rire cruel, et lancé. « T'es pas faite pour ce boulot, toi !» Les clients avaient baissé les yeux, gênés. Élise n'avait rien dit, ravalant ses larmes. Mais ce soir, en voyant la vidéo, elle tapa un message sur son téléphone. « C'est lui. Je le reconnais. Il m'a brisé. Il y a 3 ans. » Elle hésita, puis posta. En 1 heure, son message fut partagé des centaines de fois. Pierre, le libraire, ne dormait pas. Assis à son bureau, entouré de piles de livres, il relisait Camus. « La révolte naît du spectacle de l'irrationnel », murmurait-il. Il repensait à Camille, à son silence. Il ouvrit son ordinateur, cherchant la vidéo. Il la regarda, encore et encore,
hypnotisé par ce regard. Il écrivit un post sur le forum local. J'ai vu une femme frappée aujourd'hui. Elle n'a rien dit, mais son silence m'a réveillé. Il signa de son nom, Pierre Morel, libraire. Le poste discret attira l'attention. Des habitants, des voisins, des inconnus commencèrent à répondre. Moi aussi, j'ai vu Marc faire pire. Il m'a arrêté sans raison, une fois. Les mots s'accumulaient, comme des pierres jetées dans un lac, créant des cercles toujours plus larges. Camille, elle, était rentrée chez elle. Un petit appartement au-dessus d'une épicerie, avec des murs craquelés et une fenêtre donnant sur une cour. Elle s'assit sur une chaise en bois, un thé fumant devant elle. Le sang sur sa lèvre avait séché, laissant une fine croûte. Elle ne toucha pas son visage. Elle regardait par la fenêtre, les yeux perdus dans la nuit. Elle savait que la vidéo circulait, que son silence parlait pour elle. Elle n'avait pas prévu cela, mais elle ne l'arrêterait pas. Spectre, ce programme qu'elle avait quitté, lui avait appris à manipuler les esprits, à semer le doute sans un mot. Aujourd'hui, elle utilisait ce pouvoir, non pour détruire, mais pour révéler. Le lendemain, Saint-Éloi s'éveilla sous une tension nouvelle. Les murs de la ville semblaient murmurer. Dans les cafés, les conversations tournaient autour de Camille, de Marc, de la vidéo. Au marché, une vieille dame, Madame Leroux, parlait à voix basse à son amie. Cette femme, elle a quelque chose de divin. Elle n'a pas crié, pas pleuré, elle a juste regardé. Son ami hocha la tête, serrant son panier. Et ce policier, il va payer, pas par la loi, mais par nous. Elle ne connaissait pas Camille, mais elle sentait qu'elle avait réveillé quelque chose en elle. Élise, la serveuse, n'alla pas travailler ce jour-là. Elle s'assit dans un parc, son téléphone à la main. Les réponses à son poste affluaient. Des inconnus, mais aussi des collègues, des clients réguliers. Il m'a fait la même chose, écrivait une femme. Il m'a menacé pour un feu rouge grillé, ajoutait un homme. Élise pleura, doucement. Elle n'était pas seule. Elle tapa un nouveau message. Je ne suis pas la seule. Combien sommes-nous? Le post devint viral, partagé par des milliers de personnes. Élise, tremblante, sentit une force nouvelle en elle. Elle n'était plus la serveuse invisible. Elle était une voix. Marc, lui, sombrait. Il évitait les miroirs, incapable de croiser son propre regard. Il tenta d'aller au commissariat, mais ses collègues détournaient les yeux. Julien, l'employé, passa devant lui sans un mot. Aurore murmura un vague « Salut », mais son ton était glacial. Marc s'assit à son bureau, les mains tremblantes. Il ouvrit son ordinateur, cherchant des nouvelles. Les articles locaux parlaient de l'incident, sans nommer Camille, mais décrivant une femme noire au regard perçant. Les commentaires étaient impitoyables. Ce flic est une honte. Où est la justice? Marc ferma l'écran, le souffle court. Il ne comprenait pas. Comment une femme, une seule femme, pouvait-elle faire ça? Dans les rues, une manifestation étudiante prenait forme. Lucas, l'étudiant, marchait en tête, une pancarte à la main. La justice ne se tait pas. D'autres citaient Camus, Sartre, Fanon. Les slogans résonnaient, mêlés de chants et de tambours. La police observait, nerveuse. Lefebvre, depuis son bureau, regardait par la fenêtre. Il savait que cette manifestation n'était pas seulement contre Marc, c'était contre tout ce qu'il représentait. Il décrocha son téléphone, composant un numéro à Paris. Ça dégénère, dit-il. La voix, toujours froide, répondit. Laissez faire, elle ne bouge. Pas. Lefebvre raccrocha, perplexe. Qui était cette femme, pour que Paris tremble ainsi? Camille, elle, était au centre communautaire. Une vieille bâtisse aux murs jaunis, où des enfants sourds apprenaient à communiquer. Elle enseignait, comme toujours, avec des gestes doux, des regards attentifs. Amina, une fillette de 8 ans, la fixait, fascinée. Camille signa un mot. Courage. Amina imita, ses petites mains maladroites. Camille sourit, un sourire rare qui illumina la pièce. Les autres enfants, captivés, oublièrent leur jeu. Ils sentaient, sans comprendre, que cette femme portait une force invisible. Une enseignante, Marie, observa la scène, troublée. Elle avait vu la vidéo.
reconnut Camille. Mais ici, dans cette salle, elle n'était pas une victime, elle était une lumière. Pierre, le libraire, organisa une soirée dans sa boutique. Une table ronde, autour d'un verre de vin, pour parler de l'incident. Claire Dubois y participa, ainsi que Lucas et quelques habitants. Ce n'est pas juste une histoire de police, dit Claire, sa voix vibrante. C'est une question d'existence. Cette femme, par son silence, nous force à nous regarder. Pierre hocha la tête, pensif. Il raconta ce qu'il avait vu, la tache de sang sur le bitume, le regard de Camille. « Elle n'a pas besoin de parler, » murmura-t-il. « Elle est déjà partout. » Les participants se turent, impressionnés. Dehors, la nuit tombait, mais la ville ne dormait pas. Julien, au commissariat, craqua. Il ne supportait plus le silence de ses collègues, les regards fuyants. Il savait des choses, des dossiers, des rapports, des vidéos effacées. Il se souvenait d'un incident, 2 ans plus tôt, où Marc avait brutalisé un adolescent. Le rapport avait disparu, classé sans suite. Julien, alors jeune recrue, n'avait rien dit. Mais ce soir, il ouvrit son ordinateur, cherchant le dossier. Il le trouva, crypté mais accessible. Il hésita, les doigts au-dessus du clavier. Puis il envoya un courriel anonyme à un journal local, joignant une capture d'écran. Regardez ce que Marc Duval a fait. Ce n'est pas la première fois. Il éteignit son ordinateur, le cœur battant. Il savait qu'il venait de franchir une ligne. Le journal, l'Écho de Saint-Éloi, publia l'information le lendemain. Pas de nom, pas de détails précis, mais assez pour alimenter les rumeurs. Les réseaux s'enflammèrent. Des habitants partageaient leurs propres histoires. Une femme, arrêtée sans raison par Marc. Un homme, menacé pour avoir filmé une intervention. Chaque témoignage était une pierre de plus, construisant un mur autour de Marc. Il ne sortait plus. Son appartement devenait une cage. Il tentait de se rassurer. Ses passagers, ils oublieront. Mais au fond, il savait. Ce regard, ce silence ne s'effaçait pas. À Paris, la réunion secrète se prolongea. Les hommes en costume lisaient des rapports, analysaient des données. Une fuite avait révélé que Camille avait quitté Spectre par choix, non par échec. Elle avait renoncé à tout, pouvoir, protection, identité. Cette liberté la rendait imprévisible. « Elle ne parle pas, » dit un analyste, nerveux. « Mais elle agit. Son silence est une arme. » Ça, c'est... Le directeur, une femme aux cheveux gris, fixait une photo de Camille projetée sur un écran. Ce regard. Elle murmura. « Laissez-la, voyons ce qu'elle choisit. » Les autres se turent, mal à l'aise. Ils savaient que ce silence pouvait tout changer. À Saint-Éloi, la manifestation étudiante grandissait. Les pancartes se multipliaient, certaines portant des citations de Camille tirées de rumeurs. « Je ne frappe pas, je révèle. » Lucas, épuisé mais déterminé, parlait aux journalistes. Cette femme, elle nous a montré qu'on peut résister sans crier. Sophie, à ses côtés, filmait, ses vidéos devenant des archives de ce réveil collectif. Élise, la serveuse, les rejoignit, timidement. Elle brandit une pancarte. Je me souviens, les passants applaudirent, émus. Saint-Éloi, si longtemps endormi, s'éveillait. Camille, au centre communautaire, continuait son travail. Elle ne lisait pas les journaux, ne regardait pas les réseaux. Elle signait avec Amina, riait avec les enfants. Mais son silence parlait pour elle. Marie, l'enseignante, murmura à une collègue. « Elle sait tout, n'est-ce pas ?» La collègue hocha la tête. Elle voyait, dans les gestes de Camille, une force qui dépassait les mots. Amina, avant de partir, signa « Merci ». Camille posa une main sur son épaule, un geste simple mais lourd de sens. La fillette sourit, comme si elle venait de comprendre quelque chose d'immense. Pierre ferma sa librairie. Ce soir-là, le cœur léger. Il savait que Saint-Éloi changeait. Pas par des lois, pas par des discours, mais par des regards, des silences, des vérités enfin dites. Il accrocha une affiche à sa vitrine. « Soirée poésie, en hommage à ceux qui parlent sans mots. »
Il pensa à Camille, à son regard. Il savait qu'elle n'y viendrait pas, mais elle serait là, d'une certaine manière, dans chaque vers, chaque souffle. Marc, seul, regardait par sa fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient, indifférentes. Il alluma la télévision, tombant sur un débat. Claire Dubois parlait, sa voix claire. Cette femme nous a montré que le pouvoir n'est pas dans la violence, mais dans la vérité. Marc éteignit, furieux. Il voulut appeler un ami, mais son téléphone resta silencieux. Il était seul. Et ce silence qu'il avait cru contrôler, le dévorait maintenant. Le silence qui, reste Saint-Éloi, s'éveillait sous une lumière douce, presque hésitante, comme si la ville cherchait à comprendre ce qu'elle était devenue. Les rues portaient encore les échos des manifestations, des pancartes abandonnées contre les murs, des graffitis furtifs. Regarde, ne tais pas. Les cafés, toujours pleins, vibraient d'une énergie nouvelle. Les conversations, autrefois légères, s'alourdissaient de sens. On parlait de justice, de mémoire, de cette femme, Camille Londion, dont le silence avait fissuré les certitudes. Elle était partout, dans les murmures, les regards, les posts sur les réseaux. Et pourtant, elle restait invisible, un spectre au cœur de la ville. Camille marchait vers le centre communautaire, son manteau kaki flottant dans la brise. Les passants ne la reconnaissaient pas, ou peut-être n'osaient-ils pas. Elle portait toujours ses lunettes de soleil, masquant ce regard qui avait tout déclenché. Elle s'arrêta devant une vitrine où un journal titrait « Saint-Éloi, une ville réveillée ». Elle ne lut pas l'article. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait, depuis longtemps, que les mots suivent toujours le silence, comme des ombres suivent la lumière. Elle reprit son chemin, son sac en toile battant contre sa hanche, un sourire imperceptible aux lèvres. Au centre communautaire, les enfants l'attendaient. Amina, la fillette sourde, courut vers elle, ses mains signant frénétiquement. « Tu es là ?» Camille posa une main sur sa tête, un geste tendre, presque maternel. Les autres enfants, assis en cercle, l'observaient avec une curiosité mêlée de respect. Ils ne savaient rien de la vidéo, des réseaux, de Spectre, mais ils sentaient, dans ces gestes calmes, une force qui les enveloppait. Marie, l'enseignante, s'approcha, un café à la main. « Vous êtes incroyable », murmura-t-elle. Camille haussa un sourcil, amusée. Elle signa « Je suis juste moi ». Marie rougit, troublée. Elle voulait poser des questions, mais le silence de Camille était une réponse en soi. À l'autre bout de la ville, Marc Duval sombrait. Son appartement, jadis un refuge, était devenu une prison. Les rideaux restaient tirés, la lumière éteinte. Il évitait les miroirs, fuyait son propre reflet. Son téléphone, muet depuis des jours, gisait sur la table. Il n'allumait plus la télévision, terrifié par ce qu'il pourrait voir. Les journaux, les réseaux, les conversations dans les cafés, tout parlait de lui, de ce coup, de ce regard. Il tentait de se convaincre que c'était temporaire, que Saint-Éloi oublierait, mais chaque nuit, il revoyait Camille, debout, immobile, ses yeux le traversant comme un jugement. Il murmura, seul, « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais il connaissait la réponse. Pierre, le libraire, préparait sa soirée de poésie. La vitrine de sa boutique, ornée d'une affiche manuscrite, annonçait « Hommage au silence qui parle ». Il avait choisi des poèmes de Rimbaud, de Césaire, d'Éluard, mais aussi des textes écrits par des habitants. Lucas, l'étudiant, avait soumis un vers. Son regard est une flamme, et nous brûlons encore. Claire Dubois, la professeure de philosophie, avait promis de lire un extrait de Fanon. Pierre, nerveux, ajustait les chaises, disposait des verres de vin. Il savait que cette soirée serait différente. Saint-Éloi, en quête de sens, se tournait vers l'art, comme toujours en France, pour comprendre ce qui la bouleversait. Élise, la serveuse, hésitait à venir. Elle n'avait jamais aimé les foules, préférant l'ombre des cuisines. Mais son poste, partagé des milliers de fois, l'avait transformée. Les habitants la saluaient dans la rue, lui serraient la main. « Merci », disait-il, sans expliquer pourquoi. Elle ne comprenait pas.
mais elle sentait une chaleur nouvelle en elle. Ce soir-là, elle enfila une robe simple, prit son courage à deux mains et marcha vers la librairie. En chemin, elle croisa Sophie, l'étudiante, caméra à l'épaule. « Tu vas filmer ?» demanda Élise. Sophie hocha la tête, pour ne pas oublier. Elles entrèrent ensemble, unies par un lien qu'elles ne pouvaient nommer. Au commissariat, l'air était irrespirable. Lefebvre, le commandant, passait ses journées au téléphone, négociant avec Paris. Les instructions restaient les mêmes. Ne touchez à rien. Julien, l'employé qui avait envoyé le courriel anonyme, vivait dans la peur. Il sursautait à chaque son, craignant que son geste soit découvert. Aurore, sa collègue, le regardait avec suspicion. « Tu es bizarre ces jours-ci, » dit-elle un matin. Julien haussa les épaules, feignant l'indifférence. Mais son cœur battait à tout rompre. Il savait que son courriel avait libéré d'autres vérités. Des dossiers, des plaintes, des vidéos refaisaient surface. Marc n'était plus seul en cause. Tout le système vacillait. Dans un café discret, à l'écart de l'avenue des Lilas, une femme observait. Claire, une ancienne collègue de Camille dans Spectre, sirotait un espresso, son regard caché derrière des lunettes fumées. Elle était venue à Saint-Éloi sans ordre, poussée par la curiosité. Elle avait vu la vidéo, reconnu ce regard. « Tu n'as pas changé », murmura-t-elle, un sourire amer aux lèvres. Elle savait pourquoi Camille avait quitté Spectre. Un jour, dans une salle froide à Lisbonne, Camille avait posé son badge sur la table. « Je ne joue plus », avait-elle dit. Elle était partie, sans un regard en arrière. Claire, restée fidèle au programme, ne comprenait pas. Mais aujourd'hui, à Saint-Éloi, elle voyait. Camille n'avait pas besoin d'armes, ni de titres. Son silence suffisait. La soirée de poésie commença sous une lumière tamisée. Pierre, nerveux, prit la parole. « Ce soir, nous parlons de ce qui nous lie, » dit-il, sa voix tremblante. « De ce qui nous réveille. » La salle, pleine, l'écoutait en silence. Claire Dubois lut Fanon, sa voix vibrante. « Chaque spectateur est un lâche ou un traître. » Les mots résonnèrent, lourds de sens. Lucas suivit, ses vers maladroits mais sincères. Élise, au fond, sentit les larmes monter. Elle n'avait jamais lu de poésie, mais ce soir, elle comprenait. Sophie filmait, discrète, capturant les visages, les silences, les applaudissements timides. Un vieil homme, au premier rang, murmura « C'est elle, n'est-ce pas, cette femme ?» Pierre hocha la tête, sans un mot. Camille, elle, n'était pas là. Elle était au centre communautaire, tard dans la soirée. Amina, restée après les cours, signait avec elle. « Pourquoi tu ne parles pas ?» demanda la fillette, curieuse. Camille sourit, signant. « Parce que les mots ne sont pas toujours assez forts. » Amina fronça les sourcils, perplexe. Camille ajouta. « Mais un regard, un geste, ça peut tout changer. » Amina hocha la tête, comme si elle venait de recevoir un secret précieux. Marie, qui observait, nota dans son carnet. Elle enseigne sans enseigner. Elle change sans bouger. Elle savait que Camille ne resterait pas longtemps, mais son passage laisserait une trace. Marc, ce soir-là, craqua. Il ouvrit une bouteille de whisky, la vida à moitié. Il alluma son ordinateur, cherchant son nom. Les articles, les posts, les commentaires, tout le condamnait. Il trouva un message anonyme sur un forum. « Marc Duval, tu n'es plus rien. » Il hurla, jetant la bouteille contre le mur. Le verre éclata, un éclat tranchant sa main. Il fixa le sang, fasciné. Il pensa à Camille, à ce sang sur sa lèvre, à ce regard. Il s'effondra, pleurant pour la première fois depuis des années. Pas pour elle, mais pour lui, pour ce qu'il était devenu. À Paris, la réunion secrète touchait à sa fin. La femme aux cheveux gris, directrice de Spectre, referma son dossier. « Elle ne reviendra pas, » dit-elle, calme, « mais elle nous oblige à changer. » Les autres, mal à l'aise, acquiescèrent. Ils savaient que Camille, par son silence, avait révélé leurs failles.
Ils décidèrent de réviser leur protocole, de limiter les interventions, non par peur d'elle, mais par peur de ce qu'elle représentait. Une vérité qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Le lendemain, Camille laissa une lettre au centre communautaire. Une simple feuille, pliée, posée sur le bureau de Marie. Elle y écrivait, d'une plume fine, « La peur est une cage, le silence est une clé. Choisissez. » Marie lut, les larmes aux yeux. Elle photocopia la lettre, la partagea avec les enseignants, les parents, les enfants. Amina, en la lisant, signa « C'est toi ». Marie hocha la tête. La lettre circula, d'abord dans le centre, puis dans la ville. Les journaux la publièrent, les réseaux la partagèrent. Elle devint un symbole, une invitation à regarder, à agir, à ne plus se taire. Pierre, dans sa librairie, accrocha une copie de la lettre à sa vitrine. Les passants s'arrêtaient, lisaient, repartaient en changés. Claire Dubois en fit un sujet de cours, demandant à ses étudiants « Que signifie ce silence ?» Lucas, inspiré, lança une campagne. « Parlez avec vos actes ». Sophie filma les rues, les visages, les pancartes, créant un documentaire qu'elle appela « L'écho du silence ». Élise, enfin, quitta son travail au café. Elle rejoignit une association aidant les victimes d'abus. Elle ne parlait pas beaucoup, mais ses gestes, comme ceux de Camille, disaient tout. Marc disparut. Certains disaient qu'il avait quitté la ville, d'autres qu'il vivait reclus, incapable de affronter le monde. Le commissariat, sous pression, lança des enquêtes internes. Julien, libéré par son geste, témoigna anonymement. Lefebvre, dépassé, prit sa retraite. Aurore, elle, demanda une mutation, cherchant à fuir les fantômes de Saint-Éloi. Le système, lentement, se reformait. Pas par des lois, mais par la pression des regards, des silences, des vérités. Camille, un matin, partit. Elle laissa son appartement vide, son manteau kaki plié sur une chaise. Personne ne la vit s'en aller, mais son absence était une présence. Amina, au centre communautaire, signa son nom, encore et encore, comme un mantra. Marie, en classe, raconta son histoire, sans détail, mais avec une vérité brute. Les enfants écoutaient, fascinés. Une nouvelle enseignante, arrivée récemment, répondit à une question d'Amina. Qui était-elle? Elle sourit, disant « Quelqu'un qui a changé le monde sans élever la voix ». Saint-Éloi ne serait plus jamais la même. Les cafés, les rues, les librairies portaient en son empreinte. Les habitants, en se croisant, échangeaient des regards différents, plus profonds. Ils avaient appris à écouter le silence, à voir ce qui était caché. Et quelque part, dans un autre lieu, Camille marchait, son sac à l'épaule, son regard libre. Elle ne cherchait rien, sinon elle-même. Mais partout où elle passait, elle laissait une lumière, un écho, un silence qui restait dur. Réflexion sur l'écho du silence. Leçon pour la vie et appel à l'action. Plongée dans l'écho du silence, cette œuvre vibrante ancrée dans la ville fictive de Saint-Éloi m'a laissé à la fois ému, troublé et inspiré. Cette histoire, qui résonne avec les réalités françaises, les tensions sociales, les débats philosophiques, les injustices quotidiennes, m'a poussé à réfléchir profondément à ma place dans le monde. En tant que Français, baigné dans une culture où l'on chérit l'art, la liberté d'expression et la quête de justice, je vois dans ce récit une invitation à agir, non pas avec des mots bruyants, mais avec des gestes qui portent du sens. À travers le silence de Camille Ondione, les hésitations de Pierre, les combats d'Élise et les choix de Sophie, j'ai trouvé des leçons précieuses pour transformer ma vie et celle des autres. Camille Ondione, au cœur de l'histoire, est une figure fascinante. Son silence face à la violence de Marc Duval n'est pas une capitulation, mais une force. Ce regard, calme, profond, qui désarme un policier et réveille une ville entière, incarne une idée chère à la pensée française. La résistance par la dignité. Camus, dans L'homme révolté, parle de la révolte comme d'un refus de l'inacceptable, et Camille, par son immobilité face à l'injustice, illustre cette idée. Elle ne crie pas, ne menace pas, mais son silence révèle les failles d'un système. Ancienne agente du programme secret Spectre,
Elle a choisi de quitter ce monde de pouvoir pour vivre libre, enseignant aux enfants sourds avec une douceur qui contraste avec son passé. Camille m'enseigne que le vrai courage ne réside pas dans les grands gestes, mais dans la cohérence de nos choix. Face à une injustice, une remarque raciste dans un café, une injustice au travail, je peux, comme elle, répondre avec calme, sans me laisser emporter par la colère, mais sans jamais plier. Saint-Éloi, avec ses cafés animés, ses librairies pleines de poésie et ses manifestations étudiantes, est un miroir de la France. Les débats au vieux chêne, où l'on cite Sartre, Foucault ou Fanon, rappellent notre amour pour les idées, notre besoin de donner du sens au chaos. Mais l'histoire met aussi en lumière nos faiblesses. Pierre, le libraire, reste longtemps spectateur, neutre face aux abus de marque. Élise, la serveuse, cache son humiliation pendant des années, par peur ou par honte. Ces personnages, si proches de nous, posent une question douloureuse. Combien de fois ai-je détourné le regard? Combien de fois ai-je choisi le confort du silence? En France, nous aimons proclamer notre attachement à la liberté, mais l'écho du silence nous rappelle que la liberté se défend par des actes, même petits, même imparfaits. La vidéo de Sophie, l'étudiante en journalisme, est un déclencheur. En filmant l'agression de Camille, elle libère une vérité qui secoue Saint-Éloi. Ce rôle des réseaux sociaux, où un hashtag comme #QSTEL devient un cri collectif, est familier en France. Des mouvements comme Je suis Charlie ou Balance ton POC ont montré la puissance des voix numériques. Mais ici, ce n'est pas un slogan qui unit, c'est un silence. Cela m'a frappé. Dans un monde saturé de bruit, un regard peut peser plus lourd qu'un discours. Sophie, Élise, Julien, Lucas, chacun, à sa manière, contribue au réveil de la ville. Sophie filme, Élise partage son histoire, Julien révèle des dossiers cachés, Lucas brandit des pancartes. Ces gestes, souvent modestes, me rappellent que je n'ai pas besoin d'être un héros pour agir. Un post sur les réseaux, une conversation honnête, un soutien à une cause locale. Tout peut faire la différence. Les leçons de cette histoire sont multiples, mais trois s'appliquent directement à ma vie quotidienne. D'abord, le courage est dans la constance. Camille résiste non pas en frappant, mais en restant fidèle à elle-même. Je peux m'en inspirer en défendant mes valeurs, même dans des situations inconfortables. Refuser une blague discriminatoire, soutenir un collègue marginalisé. Ensuite, le silence est une arme, mais il doit être intentionnel. Camille se tait pour révéler, pas pour fuir. Dans ma vie, je peux pratiquer un silence actif, écouter avant de juger, réfléchir avant de parler, donner de l'espace aux vérités des autres. Enfin, le changement commence par nous. Pierre organise une soirée poétique, Élise rejoint une association, Sophie documente le mouvement. Ces actes individuels, cumulés, transforment Saint-Éloi. Cela m'encourage à m'engager, que ce soit en votant, en signant une pétition ou en aidant une association. En France, où l'engagement citoyen est une tradition, ces gestes prennent tout leur sens. Cette œuvre m'a aussi rappelé l'importance de l'art dans notre culture. La soirée poétique de Pierre, où l'on lit Rimbaud, Césaire et des vers inspirés par Camille, montre comment la France se tourne vers la poésie pour comprendre le monde. Nous, Français, avons cette capacité unique à transformer la douleur en beauté, l'injustice en réflexion. L'écho du silence m'invite à ne pas seulement commenter les injustices, mais à les transformer, par l'écriture, la discussion, l'action. Comme Voltaire le disait, il faut cultiver notre jardin. Mais ce jardin, c'est aussi notre société, nos relations, nos silences. En conclusion, l'écho du silence est un miroir tendu à chacun de nous. Il nous demande: que ferais-tu face à l'injustice? Resterais-tu spectateur, comme Pierre au début, ou agirais-tu, comme Sophie, Élise, Julien? Cette histoire m'a appris que le changement ne vient pas des cris, mais des regards, des gestes, des silences qui portent une vérité. Elle m'inspire à être plus attentif, plus courageux, plus engagé, dans une France qui, comme Saint-Éloi, peut se réveiller. Si l'histoire de Camille vous a ému, si son silence vous a inspiré, alors
passons à l'action. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir ce message puissant. Partagez cette vidéo avec vos proches, vos collègues, vos amis. Chaque partage amplifie cette vérité. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits qui changent de notre regard sur le monde. Et surtout, laissez un commentaire. Dites-nous ce que cette histoire vous a appris, comment elle vous pousse à agir. Ensemble, faisons de ce silence une force qui transforme nos vies et notre société.